Il est peu de dire que l'après-Bataclan a plongé les organisateurs d'événements et de rassemblements publics devant des enjeux complexes et inattendus. Et pour faire face à cette menace spectaculaire qui a généré un choc émotionnel considérable, beaucoup d'organisateurs, publics ou privés, ont mis en place des réponses qui se voulaient également spectaculaires, afin de rassurer, de faire baisser l'angoisse collective. Donc détecteurs de métaux, plots en béton, multiplication de dispositifs de surveillance et de contrôle, ou encore interdiction des sacs sont des mesures aujourd'hui mises en place afin de lutter contre le risque terroriste, souvent sans réel questionnement, premièrement sur leur adéquation au mode opératoire avéré et vraisemblable, deuxièmement leurs limites en termes de mise en place opérationnelle, et troisièmement leur impact sur le fonctionnement des événements et plus largement sur leur dimension politique et philosophique. Raison pour laquelle, de façon un peu humoristique, je vous propose cette image qui symbolise finalement la difficulté à faire un choix devant cette bifurcation qui est devant nous entre des réponses simples qui nous donnent l'impression de maîtrise mais qui sont en réalité fausses, et un chemin plus tortueux, complexe, mais qui probablement nous amène vers des solutions innovantes. Mais sans verser dans une relativisation excessive du risque ou dans une approche critique par principe des dispositifs sécuritaires, ce que nous aimerions proposer à l'occasion de cette conférence, c'est une réflexion sur l'efficacité des mesures mises en place et leur adéquation aux risques terroristes actuels. Donc c'est pour les experts, comme pour les professionnels de l'intervention, je pense, questionner les évidences des dispositifs mis en place aujourd'hui correspond à un impératif en termes stratégiques et tactiques. Au final, depuis 3 ans, les organisateurs d'événements ont-ils mis en place les mesures qui étaient attendues ou celles qui sont effectivement efficaces? Comment réfléchir à une adaptation de ce nouveau contexte de façon ajustée et dynamique afin de faire face aux risques en gardant le sens des proportions et sans céder à la tentation de la communication faussement rassurante et des solutions toutes faites? Pour reprendre le titre de l'ouvrage de François Freinet ici présent, « Comment vivre au temps du terrorisme ?» pour les acteurs de la sécurité au sens large. Si on regarde la situation actuelle et le ressenti collectif autour de la menace terroriste, force est de constater que nous sommes engagés depuis 3 ans dans une bataille qui se déploie sur plusieurs fronts et pour laquelle nous sommes peu ou mal armés. J'identifierai ici 4 fronts en particulier que je vous propose de mettre en discussion lors de ce débat. Le premier, c'est la bataille du rapport de force symbolique. Il convient à ce stade de rappeler que le terrorisme a toujours été un recours du faible dans un rapport asymétrique. L'individu ou le collectif dépourvu de ressources ou de légitimité va faire valoir sa cause de façon non conventionnelle et user d'actes de terreur pour forcer la prise en considération et instaurer un rapport de force. L'angoisse et l'anxiété collective qui est celle d'aujourd'hui, dans les discours et au sein de la population, nous amène à nous demander finalement qui est le fort et le faible dans cette affaire. La peur semble être généralisée, ce qui renforce à la fois notre faiblesse et la position de force de l'adversaire. Cette dimension est en fait performative. Plus j'ai peur, plus je me sens vulnérable, et plus je me sens vulnérable, plus je donne du crédit aux terroristes et je les rends forts, car ils ont des prises sur moi. Donc dès lors, la question est comment inverser ce rapport de force. La deuxième bataille, selon moi, est une bataille tactique. Je l'ai signalé, l'angoisse est telle qu'elle en devient insupportable. L'urgence à faire quelque chose nous presse. Et politiques, médias ou experts foncent quelquefois tête baissée vers des solutions de sécurisation sans penser l'efficacité réelle des mesures ou leurs effets induits. Et de ce fait, nous mettons en place des dispositifs de sécurité qui tendent à être déconnectés de la réalité de la menace, voire ouvrent des brèches supplémentaires et renforcent encore plus notre vulnérabilité. La focalisation sur les fouilles ou les palpations à l'entrée des événements, par exemple, qui crée des congestions et donc des cibles faciles, est totalement symptomatique de ce fait. Donc en mettant en place, sans réfléchir, des techniques visant à nous sécuriser, nous créons des conditions qui nous exposent encore davantage. Dès lors, comment sortir des solutions tactiques faciles, car déjà disponibles, c'est notre boîte à outils actuelle, pour renouveler cette approche en termes de sécurisation des espaces publics ou des manifestations. Troisièmement, la bataille des valeurs.
les terroristes visent à promouvoir une idéologie qui s'oppose à notre art de vivre occidental moderne, fait de liberté, de tolérance et d'égalité. Face aux attentats, la peur, la méfiance et l'anxiété alimentent des réflexes opposés à nos valeurs et pour finir donnent raison aux terroristes. Nous allons limiter les libertés d'aller et venir dans l'espace public, renforcer les contrôles aux faciès, creuser la méfiance et le racisme entre les communautés, bref, remettre en cause précisément ce qui est attaqué par les attentats et qui devrait être défendu. Comment sortir par le haut de cette situation? Et puis dernièrement et quatrièmement, la bataille de l'intelligence. Tout ce que j'ai pointé précédemment se développe alors qu'on ne sait rien ou presque du phénomène que nous sommes censés combattre. L'intelligence au sens premier, mais aussi au sens policier de renseignement, semble complètement dépassée. A-t-on affaire à des soldats formés sur des terrains de guerre et qui viennent importer le conflit chez nous, ou à des profils de gens radicalisés dans les quartiers par des réseaux salafistes, ou encore à des loups solitaires qui se radicalisent devant leur ordinateur? Sont-ils animés par une foi religieuse ou par un déséquilibre psychologique? Et je vous renvoie sur ce sujet à l'article très intéressant paru aujourd'hui dans la Tribune de Genève. Comment combler le manque de connaissances pour répondre à ces questions afin d'identifier clairement d'où vient la menace, quelle est la logique d'action des auteurs d'attentats? Partant de cette introduction dont vous me pardonnerez le caractère un peu lapidaire, je vais maintenant m'adresser aux experts ici présents afin de tenter de démêler certaines questions que je viens de soulever. Et ma première question sera adressée à François Freinet. François, comment décrire la situation aujourd'hui en France, presque 3 ans après les attaques du 13 novembre 2015 ? Que peut-on dire de l'évolution de la sécurité publique au quotidien, de la sécurisation des manifestations? Au niveau politique, d'abord, quelle a été la réaction des autorités face à ces attaques? Et au niveau stratégique et opérationnel, ensuite, quelles sont les mesures les plus marquantes qui ont émergé de l'analyse de la menace? C'est violent un peu. Alors, pour répondre à ta question, on va remonter un peu en arrière, avant 2015, parce que ce qui est intéressant, c'est de voir l'avant et l'après. Juste un premier commentaire, si mon micro se bat avec moi. C'est assez symptomatique de savoir que le premier réflexe de l'État français, le 13 novembre, soir, sur une attaque qui a lieu dans Paris, au Stade de France, dans les rues de Paris et au Bataclan, ça a été, 1, de déclarer l'état d'urgence, et 2, de fermer les frontières vis-à-vis de l'extérieur. C'est un réflexe assez bizarre, qui en fait est très humain. Tous, quand on se sent attaqué, on s'enferme chez soi et on s'enferme. Il se trouve qu'à ce moment-là, les attaquants étaient déjà dans Paris en train de tirer. Donc c'est assez étonnant, et d'ailleurs qu'ils sont repartis ensuite jusqu'à la Belgique en subissant 3 contrôles, mais comme ils étaient dans le mauvais sens, pas le sens de l'entrée, mais le sens de la sortie, du coup ils sont passés comme dans le beurre. Et donc c'est assez étonnant, mais pourquoi ce phénomène-là est arrivé? Pourquoi le premier réflexe de l'État, de la réponse d'État, a été celui-là? C'est parce qu'on fonctionne depuis 60 ans sur des principes, qui s'appellent les principes de prévention situationnelle, que tout le monde a admis sans véritablement les discuter, parce qu'ils sont là encore millénaires et qui sont sur des réflexes d'État et personnels. On a en gros toujours agi sur 3 facteurs qu'on considérait comme essentiels pour le passage à l'acte criminel. La motivation, il faut avoir une motivation pour qu'il y ait un acte criminel. C'est de l'argent sur un braquage, c'est de l'idéologie sur un acte terroriste, c'est de la rancœur sur un crime personnel. Il y a toujours une motivation. Deuxième chose, c'est qu'il faut qu'il y ait une facilité. Donc il faut que ce soit plus facile que chez le voisin. En gros, c'est une facilité relative. Donc en gros, s'il y a une maison qui est plus protégée que l'autre, on va plutôt aller taper celle qui l'est moins. Et puis le troisième phénomène, c'est, alors selon les uns ou les autres, c'est l'anonymat ou l'impunité. En gros, il faut qu'on se dise que si on se fait prendre, on risque peu de choses parce que ce sera difficile de nous identifier ou qu'on est sur un acte légalement peu répréhensible. Et donc, on a sécurisé, enfin l'ensemble des professionnels qui sont dans cette salle travaillent en fait sur ces toits leviers depuis toujours. On fait tous un peu de la prose, M. Jourdain, et on a toujours travaillé là-dessus. Et y compris pour les espaces urbains et y compris pour les espaces événementiels. Donc on a toujours eu tendance à se dire, on va rendre la chose plus difficile que chez le voisin, c'est toujours relatif. On va essayer de baisser les motivations et on va essayer de travailler sur l'impunité et durcir le cadre légal. Et les événements qui sont passés en 2015 ont remis en cause ces 3 leviers-là. D'abord sur la motivation.
succès était assez fort, les festivals, notamment l'ensemble des événements qui se passaient en milieu urbain. Ils étaient une cible majeure parce que c'est un symbole, ces événements de rue, d'une communion qui n'existe plus beaucoup dans nos sociétés. Une communion de toutes nos composantes de société qui viennent sur un lieu d'amusement et de détente. Et donc cette motivation-là, qui est de venir taper cet endroit-là quand on veut faire du mal à nos sociétés, il était naturel. Le deuxième point sur l'anonymat, on est dans une foule, c'est quand même plus facile. Et le troisième point, la facilité, on est dans des sites qui sont des milieux urbains et qui ne sont pas faits pour être protégés. Qui n'ont jamais été, qui ne seront jamais. Une rue, c'est pas fait pour être protégé, c'est fait pour être une rue. Et donc cette convergence de ces trois composantes font qu'on était dans des événements qui sont structurellement et systématiquement à risque, entre guillemets. Et d'un seul coup, ça n'a plus marché en 2015, tout ce qu'on avait fait jusque-là, pour plusieurs caractéristiques. La première, c'est qu'on a eu des agresseurs en mouvement. On avait travaillé sur des scénarios d'agression multiples en des endroits différents. On n'avait jamais envisagé une progression des assaillants. Or, c'est une vraie première composante qu'on n'avait pas intégrée, qui a ralenti beaucoup le rythme d'intervention. Parce que d'habitude, on travaillait à périmètre fixe. La doctrine d'intervention, c'était les premiers intervenants figeaient l'événement, et ensuite on attendait les forces spéciales qui venaient, qui prenaient toutes les mesures de précaution pour faire une intervention propre. Là, sur des agresseurs en mouvement et rapides, on n'a pas su bien faire. Le deuxième point, ça a été des cibles multiples et des agresseurs convergents. On avait travaillé sur des cibles multiples, on avait plein de plans qui étaient sur le papier qui fonctionnaient très bien, pas sur des convergences. Or, ils convergeaient depuis les rues de Paris, notamment, parce que Saint-Denis a été considéré à part, vers le Bataclan, et ça a été aussi un élément de désorganisation dans la réponse publique. La troisième caractéristique qui était nouvelle, c'était la recherche d'un maximum de victimes. Alors ça, je sais que ça fait un peu paradoxal, mais il faut comprendre ce que ça veut dire. Selon le moment de l'attaque qui a eu lieu, les assaillants sont venus pour mourir. Mais ils sont venus pour mourir en emmenant un maximum de gens avec eux. Au début de leurs attaques, ils attaquent que des cibles molles, entre guillemets, c'est-à-dire qui n'ont pas un intérêt stratégique, mais dans lesquelles il n'y a pas de défense non plus, parce qu'ils ne vont pas rencontrer d'opposants, ils vont faire un maximum de victimes, et ils vont pouvoir aller terminer sur une cible plus dure qu'ils avaient en cible au départ, parce que là, ils vont choisir leur terrain d'affrontement avec des forces de l'ordre et mourir à cet endroit-là. Donc c'était un phénomène relativement nouveau dans le travail qu'on avait sur ces forces-là, c'est-à-dire que selon le moment, les cibles sont molles ou dures. Et c'est du coup très compliqué à répondre. Le quatrième élément, qui est une donnée fondamentale, c'est que les moyens utilisés, les Kalachnikov en la matière, c'était des moyens de guerre. Et il se trouve qu'on est des pays qui vivent en paix. Et on est dans une situation de paix. Quoique tous nos responsables aient pu dire derrière, on vit toujours en paix. C'est-à-dire, vous avez tous mangé ce midi sur une terrasse de café, j'espère pour vous, parce qu'il faisait beau. Vous l'avez tous fait en paix. Et l'ensemble de nos sociétés vivent comme ça. Et tant que des sociétés en paix, qui choisissent de ne pas changer leur mode de vie, sont attaquées par des guerriers avec des moyens de guerre, quelque part, le combat est déséquilibré. Et structurellement, ce combat-là, on ne le gagnera pas. Et on n'empêchera pas l'événement de se produire. Voilà, je pense que ça va générer des débats. La cinquième caractéristique, c'est qu'on avait un niveau de graduation dans l'alerte, en tout cas en France, qu'on a plus su faire jouer. C'est-à-dire que quand je disais le premier réflexe a été de passer en niveau d'état d'urgence, on est resté 2 ans et demi en état d'urgence après. Donc, pour ceux à qui ça parle, quand vous allez dans des urgences à l'hôpital, vous y restez de quelques heures à une journée. Puis après, vous basculez sur un service normal. Dans notre cas, l'état d'urgence, il a duré en gros jusqu'à la fusillade de Saint-Denis, où les derniers assaillants sont éliminés. Il aurait dû s'arrêter à ce moment-là. Sauf que l'État ne sait pas redégringoler dans l'escalade. Et ce que je disais à midi, nous, après l'état d'urgence, le seul qui reste, c'est l'état de guerre. Alors forcément, ça devient compliqué, parce que l'ambiance du pays va changer si on passe en guerre. Et du coup, ça a été un vrai sujet, c'est qu'on n'a plus de lieu d'escalade ou de désescalade dans le niveau d'alerte. Et puis le dernier point, qui est une réalité, c'est qu'on avait des moyens d'État qui ont été saturés. Alors pendant 3 semaines, on a mis tout le monde sur le terrain. Les réservistes de l'armée, de la gendarmerie, de la police, tout le monde était là. Et on a réussi à véritablement avoir une réponse extrêmement puissante en réalité, parce que dans l'urgence, on sait tout ça peut faire répondre, mais on ne sait pas tenir ce niveau d'engagement. Et donc ces caractéristiques-là ont remis en cause le fait que
on avait une capacité à sécuriser les événements sur la voie publique. Et notamment, sur les festivals, l'impact, ça a été quoi? Ça a été de dire, on va faire des fouilles et on va protéger, on va sanctuariser. Or, encore une fois, quand on sécurise un festival, on a l'illusion d'avoir fait un espace fermé, alors que c'est structurellement un espace ouvert. On est dans la rue. Et on est dans des espaces qui ne sont pas conçus. On a une deuxième illusion, c'est que c'est un sanctuaire, c'est-à-dire que si on est attaqué, on va le fermer et on va tous aller se protéger à l'intérieur. Sauf que c'est pas fait pour, c'est ce qui s'est passé au Bataclan. C'est 1h30 de fusillade avec une massacre systématique et très très organisée. Le troisième élément, c'est l'illusion d'un citoyen parfait, parce que tous ces phénomènes-là fonctionnent si l'ensemble des citoyens sont impliqués et participent à la sécurisation. Ce qui, à l'époque, n'existe pas. On n'a pas d'unité nationale sur la lutte contre le terrorisme, notamment sur cette cause-là. Et prétendre l'inverse, c'est une erreur. Or, on a tout fondé là-dessus. On a tout fondé sur les Français. Les Suisses, mais pour nous, on est Français. Et du coup, on est tous unis face à l'ennemi, ce qui n'est pas une vérité. On a un certain nombre de millions de citoyens qui ne sont pas dans cette vérité-là. Et puis le dernier élément sur les événementiels, c'est qu'on a un impératif de gestion des flux qui a été oublié dans tous ces éléments de sécurisation, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de monde à accueillir, à faire rentrer et à faire ressortir. Et que ça limite forcément les mesures de sécurité qu'on va pouvoir prendre. Donc, qu'est-ce qui a changé depuis 2015 ? Un, la prise en compte d'un certain nombre de ces vérités-là, mais pas toutes, de mon point de vue en tout cas. Et deux, l'État a travaillé à changer ces concepts d'intervention, d'abord au niveau des services de police sur la notion de primo-intervenant. En gros, le premier policier arrivé engage s'il doit engager, et on n'attend pas. Donc, les derniers attentats qu'on a eus en la matière ont été assez forts sur les Champs-Élysées, sur l'attaquant des forces de police. Entre le premier moment et le moment où il est neutralisé, il se passe 3 minutes, il devient un délai d'intervention propre, il limite la capacité de nuisance. Et le deuxième point, c'est la sortie d'un guide qui a été mis à disposition des organisateurs, alors qui synthétise, et qui a le mérite d'exister, qui synthétise beaucoup de mesures qui ont été prises pour la sécurisation des festivals, et qui favorise la collaboration entre les organisateurs et les forces publiques, avec ce travers un peu particulier qui est de rebondir encore sur les 3 leviers, c'est-à-dire durcir les cibles, fermer un peu plus, essayer de compartimenter plutôt de confiner. Et puis, mais bon, malgré tout, il a le mérite d'exister et d'avoir été formalisé. Mais ce n'est pas une remise en cause du concept antérieur, c'est plus une application un peu plus intelligente de ce qui était fait avant. On continue malgré tout à protéger les espaces, de mon point de vue, au lieu de protéger les citoyens qui sont dedans, ce qui est un peu une faiblesse. J'étais assez rapide. Très bien, oui, merci François pour ces éclairages. Évidemment, on va y revenir sur la question des solutions, mais si on reste sur l'identification de ce qui fait problème, je voudrais poser la deuxième question à Jean-Paul Rouillet. Quelles sont les problématiques actuelles en termes d'identification de la menace? Autrement dit, les outils à disposition des services de renseignement pour lutter contre les filières terroristes, identifier des cibles potentielles et finalement déjouer ou éviter le passage à l'acte. Où est-ce qu'on en est de ce point de vue-là? La première réponse que j'ai envie d'apporter à ta question, c'est rappeler que les services, a priori, devraient être les dépositaires d'une certaine mémoire. Et ce qui m'a frappé en entendant François, c'est une chose qu'on n'a pas discutée avant la conférence entre nous, mais lorsqu'il me parlait de Paris en me disant c'était nouveau, c'était précurseur, on ne l'a pas vu venir, alors je vais rappeler la mémoire de tout le monde. Mumbai, on est quelques années avant Paris, et sur le dispositif, sauf erreur, c'est 3 équipes, 4, qui convergent. Ils sont en mouvement. Il y en a qui vont s'occuper de faire péter un café. Il y a une autre équipe qui se dirige vers l'hôtel. J'entends. Le plan, il était là. Le blueprint, il était posé sur la table. Il suffisait ensuite de l'adapter en fonction du lieu, en fonction de ce qui était recherché. En d'autres termes, si les services européens ne se sont pas posé la question d'un dispositif qui puisse intervenir et neutraliser une menace de ce type, sur le plan strictement théorique, c'est qu'on a loupé un chapitre. Parce qu'encore une fois, cette manière d'opérer, elle avait déjà été testée. D'ailleurs, elle n'a pas été qu'une seule fois, elle l'a été à plusieurs reprises, puisqu'ensuite ce qui s'est passé à Mumbai a été utilisé de manière à peu près similaire sur l'Afghanistan. Là, on va même aller plus loin. Ils ont fait aussi ce qui s'est passé en France,
c'est que les gars qui opéraient sur un hôtel à Kaboul étaient en liaison téléphonique directe avec ceux qui les géraient depuis la zone pakistano-afghane. Je vous rappelle que les responsables de Paris et du Bataclan se trouvaient à Bruxelles et qu'il y a eu un certain nombre d'échanges entre tous ces gens. Une fois encore, les services, la première question, la première remarque, c'est de dire qu'ils sont censés être les dépositaires d'une certaine mémoire et être ceux qui non seulement connaissent les événements, mais connaissent l'arrière-plan de ces événements et qui devraient être à même de poser un certain nombre, on va dire, d'évaluations, de jugements sur ces événements. À l'évidence, ça n'a pas été fait. Peut-être que pour, on va dire, un petit peu atténuer le problème des services, et comme François a parlé des réponses et de la manière dont on a réagi à ces événements, j'aimerais aussi rappeler que si nous, on lutte contre les méchants, pour pouvoir continuer à nous poser des problèmes, regardent ce qu'on fait. Ils l'ont toujours fait. Et moi, ce qui me frappe dans ce qui se passe depuis le 11 septembre, c'est qu'on a déjà toujours un train de retard, c'est la première chose. Et puis deuxièmement, c'est que c'est une espèce de dialectique, j'entends, c'est un dialogue permanent. Le 11 septembre, François, on en a parlé avant, on a fermé les aéroports. Ok, mais au moment où on décide de fermer les aéroports, où on met en place un certain nombre de dispositifs qui sont des dispositifs lourds, il faut savoir que de la zone pakistano-afghane, en passant par des gens qui sont en Afrique du Nord et en Europe, on est déjà en train de cogiter sur d'autres manières de frapper. À partir de 2003, ces gens-là sont déjà en train d'imaginer la phase suivante. En 2003, ils se sont rendus compte qu'on avait une capacité pour les neutraliser qui était assez importante. Et pour eux, une partie de leurs efforts, ça a été, si on veut continuer à agir, comment on fait pour agir en évitant de se faire détecter et donc de se faire neutraliser avant que de pouvoir passer à l'action. Je vous passe les détails, mais il y a toute une littérature qui existe du côté des méchants, du côté des djihadistes, parce que ça peut sembler bizarre, mais il y en a qui sont capables d'écrire et surtout de formuler des raisonnements complexes. Ils ont mis en place toute une série de dispositifs, une série de stratégies qui ont conduit à ce qu'on connaît aujourd'hui. Alors, je vais synthétiser tout ça, et certains, je suis désolé, mais je crois que certains dans la salle m'ont déjà entendu, mais il y a un personnage qui est un personnage clé. C'est un personnage qui était un des chefs stratégie d'Al-Qaïda, et il a résumé en 15 pages ce qu'on voit aujourd'hui. Et il expliquait, il disait, il y a 3 choses très simples. Aujourd'hui, ce qu'on doit faire de manière simultanée, si à la fin on espère pouvoir prévaloir sur l'Occident, c'est de mener de front différents types d'opérations. Les premiers types d'opérations, c'est ce qu'on appelle les opérations de basse intensité. Les opérations de basse intensité, dans la manière dont théoriquement ça a été formulé par ce personnage, c'était de dire une personne seule, il n'y a même pas besoin qu'il soit passé par les camps afghans, il n'y a même pas besoin qu'il soit venu chez nous, on va mettre le matériel en ligne, ça devrait rappeler quelque chose à beaucoup de gens dans la salle, on va mettre en ligne le matériel qui va l'inspirer, sur lequel il va pouvoir s'appuyer pour agir, puis ensuite, il y va. Une voiture, allez, banzai, vous foncez, vous renversez 5 personnes, il va même plus loin. Dans le texte, qui est le fondateur de cette stratégie, il dit, d'ailleurs, la question n'est pas de savoir si on va en tuer 5 ou 10, de toute façon, que ce soit 5 personnes, 10 personnes ou 200 personnes, la réaction de nos ennemis, elle sera de toute façon bien supérieure aux moyens qu'on va engager. Donc de toute façon, pour nous, à la fin de la journée, on est vainqueur. Il demandait à ces opérations, il leur disait, ce qu'il faut par contre, c'est qu'elles soient régulières, qu'elles soient nombreuses, qu'il y en ait beaucoup, et en permanence. Après, il disait, il y a des opérations de moyenne intensité. Là, ça peut de nouveau être un individu seul, ça peut être un petit groupe, s'ils communiquent entre eux, parce que la communication, c'est le nœud du problème, c'est-à-dire que c'est au travers des communications qu'on a la capacité, très régulièrement, service de renseignement et police, de les bloquer, de les neutraliser. Mais si la communication se fait à l'intérieur du groupe, vos chances de l'extérieur d'identifier le groupe, puis ensuite d'entrer en matière, sont très faibles. Donc c'est une opération un peu plus complexe, il y en a moins. Pensez à Boston. Boston, ce qui s'est passé avec le marathon de Boston, c'est une fratrie, c'est 2 frères. Il n'y a absolument pas de communication intense sur l'extérieur. Les Américains les avaient sur le radar parce qu'ils savaient que c'était des gens qui étaient un peu particuliers, mais ça s'arrêtait là. Et puis vous avez les opérations de haute intensité, c'est Paris, c'est là 4 équipes différentes. Voilà, donc la règle du jeu, elle a été posée quelque part entre le Pakistan et l'Afghanistan, entre 2003 et 2010. Al-Qaïda, dans un premier temps, parce que c'est d'eux qu'il s'agissait de la mettre en œuvre, c'est l'État islamique qui est arrivé. Et dans tout ça, on est passé d'opérations, dans tout ce que je viens de vous dire, on passe d'opérations qui sont centralisées et déterminées par un petit nombre de personnes qui envoient, qui injectent ensuite des commandos sur des cibles qui sont des cibles symboliques, avec des modes d'opération qui sont complexes. Un genre, rappelez-vous, Al-Qaïda se fait une espèce de, comment dirais-je, pour eux c'était leur marque de fabrique que d'opérer de manière simultanée, avec en termes de chronologie, avec des opérations complexes. Aujourd'hui, on est exactement à l'inverse.
Aujourd'hui, et on en a parlé auparavant, vous avez 2 jeunes gens qui prennent les couteaux en céramique dans la cuisine de leur mère, qui vont piquer au salon le faux pistolet espagnol de l'époque des conquistadors, qui se font de fausses ceintures d'explosifs, qui vont dans une église à Saint-Étienne-de-Rouvray et qui exécutent un prêtre. Si une opération complexe qui commence en zone pakistano-afghane avec des réseaux et des relais dans différents endroits sont identifiables et peuvent être arrêtés, expliquez-moi comment vous faites pour arrêter le gamin qui s'est gavé d'une certaine forme de propagande et qui a été chercher de la littérature pour faire un explosif improvisé sur Internet, qui se lève un matin à Genève, qui n'a rien dit à personne, et qui décide d'aller sur la place des Nations et de se faire exploser. Dites-moi comment vous faites pour l'arrêter. Ce que j'essaye de dire, c'est que si nous, on a mis en place toute une série de dispositifs pour essayer d'éviter que ces gens puissent agir, en face, eux ont mis en place des stratégies qui sont là pour éviter qu'on puisse les détecter à temps et pour les empêcher d'agir. Sachant qu'à la fin de la journée, et ça ils l'ont très bien compris, que vous ayez 15 personnes qui font ce qui s'est passé à Paris, ou vous en ayez 2 qui le font à Saint-Étienne-de-Rouvray, notre réaction à la fin de la journée, elle est quasiment identique dans les 2 cas. Et donc, pour eux, l'objectif il est atteint de la même manière, sauf que, encore une fois, le différentiel en termes d'effort, d'engagement, est tellement énorme que pour l'instant, tu as raison, c'est eux qui gagnent et c'est pas nous. Donc, renseignement, il y a une manière de penser qui est là, les informations, elles existent, elles sont à la disposition des services pour beaucoup de choses, mais il faut peut-être plus que se dire, on va, si on nous donne plus de moyens, arriver à tout arrêter. Je crois qu'il faut avoir l'honnêteté de dire qu'il y a une série d'événements qu'on ne pourra pas empêcher. Par contre, maintenant, travailler pour vivre en conséquence et faire en sorte qu'on minimise ces événements qu'on ne peut pas empêcher, mais qu'on apprend aussi à vivre avec ces événements. Je crois que le renseignement doit aussi en passer par cette espèce de... Le renseignement ou le travail de police, on doit accepter l'idée que, désolé, le risque zéro n'existe pas, et que même si on met entre les mains des services, des machins, des bidules, des ordinateurs toujours plus puissants, ou qu'on restera encore plus nos libertés, il y a un moment où on atteint une limite. Et je pense que ce qui se passe depuis 3 ans est l'illustration que cette limite, en tout cas dans le monde qui est le nôtre aujourd'hui, on l'a déjà atteinte. Donc on peut faire beaucoup, mais il va falloir le faire différemment et de manière plus ciblée. Ce qui est frappant dans ce que tu nous expliques, Jean-Paul, c'est la différence finalement dans ce passage entre des actions de haute intensité aux actions de basse intensité, finalement ce différentiel entre des modes opératoires, alors qu'on qualifie de low cost, donc peu de coûts du passage à l'acte en termes de planification, en termes de logistique, et puis l'impact que ça a sur nos existences, avec une forme de limite de la capacité de renseignement, parce que ces actions-là, précisément, laissent peu de traces. En revanche, ces actions laissent des traces importantes au niveau de la ville, de l'espace, de son aménagement. Dès lors qu'il est difficile de prévoir et d'anticiper, voire d'empêcher, comment est-ce qu'on se protège, et comment est-ce que la ville en vient aujourd'hui à se transformer sous la pression de cette menace pour devenir une ville protégée. Là, je me tourne vers Frédéric Esposito. On voit bien que le risque terroriste, finalement, aujourd'hui, est intimement lié à l'environnement urbain, à la forme de la ville. On pourrait aller jusqu'à dire aux usages de l'espace public. Comment expliquer, d'une part, cette vulnérabilité et puis réfléchir finalement à la façon dont la ville peut s'adapter, nos modes de vie peuvent s'adapter à cette nouvelle donne. Alors, bonsoir à toutes et à tous. La question que tu me poses, Pascal, je vais peut-être vous décevoir, je n'ai pas réussi à y répondre dans son intégralité, mais je vais essayer de vous présenter quelques pistes en articulant ce début de réponse autour de la notion de ville, d'espace public et effectivement de dispositifs mis en place. Je crois que c'est bien d'élargir un peu le cadre en ce début de discussion et prendre au fond le titre de cette table ronde comme point de départ. Puisqu'on parle de sécurité urbaine et événementielle à l'épreuve du risque terroriste, ça paraît une évidence, mais en fait ça ne l'est pas, et ça montre tout le chemin qui a été parcouru en effet. Et c'est le premier point que j'aimerais soulever ici, le développement de notre société, de nos sociétés à l'échelle mondiale, fait que déjà depuis 2009, mais d'ici à 2050, près de 2/3 de la population mondiale va vivre dans des grandes agglomérations, dans des espaces urbains. Ça veut donc dire que les grands enjeux de politique, et pas que de questions de sécurité, sur les questions sociales, environnementales, de transport, vont se passer à l'échelle urbaine. Et parler de questions de sécurité, de risques terroristes à l'échelle urbaine est assez innovant si on regarde ces 15 dernières années. Il faut rappeler que la sécurité des États a souvent été pensée vis-à-vis de la frontière et vis-à-vis de l'extérieur.
et on s'est assez peu intéressé au fond, notamment dans des espaces en paix, François l'a bien rappelé, on s'est peu intéressé à notre sécurité intérieure. Et c'est vrai que cette évolution fait que désormais il y a un marqueur qui, je ne vais pas ici développer, mais qui fait qu'il y a une interrogation qui est intéressante sur aussi la place de ces maires, de ces grandes mégalopoles dans le débat et le concert des nations. C'est d'ailleurs assez frappant, elle observe notamment sur les questions environnementales, j'ai élargi comme un tout petit peu, où lors du dernier sommet à Paris, la COP21, les maires des très grandes villes ont dû négocier, un peu comme à l'époque des monarchies, 2 heures de discussion avec les chefs d'État et de gouvernement qui estimaient que oui, ces maires, c'était très sympathique, mais en gros, le vrai business, il était entre les mains des États. Au fond, sur les questions de sécurité, on se retrouve aujourd'hui projeté à cet échelon, qui est cet échelon urbain, un peu malgré nous, mais qui est aussi la conséquence de cette évolution de notre environnement et qui bouleverse complètement aussi l'organisation des politiques et de sécurité, je dirais, sur le territoire, parce qu'effectivement, pour donner les moyens d'agir à l'échelle urbaine, ça veut dire aussi coopter des acteurs qui n'étaient pas là jusqu'à présent, que ce soit des médiateurs culturels, que ce soit des travailleurs sociaux, autour de la même table que des policiers, que des gens de renseignement, par exemple. Je m'arrête là pour cet aspect-là, parce que c'est un nouveau champ, pour venir cette fois vers un thème qui illustre au fond assez bien cette évolution, qui est la notion de smart cities, qui finalement capte cette évolution et qui a, ces dernières années, symbolisé la ville nouvelle, très câblée, très connectée, dont d'ailleurs les fervents adeptes étaient plutôt des boîtes privées. Hein. C'était IBM qui présentait une nouvelle façon de penser la connectivité entre ses citoyens et ses infrastructures. Et puis on s'est rendu compte que derrière cette notion de smart city, c'est aussi le symbole d'une concentration de flux de personnes, de flux de transport, de flux financiers, de flux énergétiques, qui tout d'un coup posait la vulnérabilité de ces villes dans une façon tout à fait nouvelle. En effet, en concentrant cette richesse, cette population, cette technologie, ces infrastructures, au fond, comment est-ce qu'on allait protéger tout cela? Et au fond, c'est un des éléments de cette équation, c'est quand on a un nouveau cadre, on a une nouvelle forme de vulnérabilité à laquelle il faut penser, et un peu malgré nous, la question du terrorisme jette un éclairage tout à fait singulier sur la façon aussi de penser à la sécurisation de ces villes qui sont devenues des villes-États. On revient un peu à l'époque des villes-États italiennes, et qui tout d'un coup deviennent très puissantes et qui, encore une fois, redéfinissent la notion de risque. Alors, de cette ville et de ces nouveaux flux se pose effectivement la question de la sécurisation, et un des aspects pour l'illustrer, c'est probablement la notion d'espace public. L'espace public a beaucoup évolué, je dirais même qu'on se l'est réapproprié, au point même que désormais, ça ne fait plus aucune discussion que l'espace public soit un élément haut lieu culturel ou sportif. On organise des événements sportifs, des fan zones lorsqu'il y a des matchs de football, des festivals de musique, des fêtes de la musique, ou sur des espaces privés comme Paléo, des grands rassemblements qui font que désormais, cette concentration de personnes amène un élément peut-être de vulnérabilité supplémentaire qui nous amène effectivement à y réfléchir tout particulièrement. Et donc cette évolution de l'espace public, qui est encore une fois qui est positive, nous amène à nous interroger sur la façon de le protéger. Est-ce qu'il faut fermer ce dispositif? Est-ce qu'il faut effectivement, et on l'a vu, rajouter des blocs de béton? Quelles sont les solutions à mettre en place? Et si vous le permettez, j'aimerais prendre comme point de départ à cette discussion peut-être l'exemple anglais et notamment londonien avec le Ring of Steel, de cette ceinture d'acier qui a été mis en place en 1993, qui avait été aussi testé par les Anglais à Belfast dans la période dure avec l'Iran, qui était au fond à l'époque de Belfast, des checkpoints militaires qui étaient là pour contrôler le flux des personnes qui rentraient et qui sortaient à l'intérieur d'un espace limité. Et cet exemple-là a alimenté la réflexion du gouvernement Thatcher, puis des gouvernements qui ont suivi, pour qu'en 1993, et notamment après un attentat de l'IRA en avril 1993, un endroit très précis de la ville,
c'était dans ce qu'on appelle la City, le cœur économique et financier de Londres. Et c'est intéressant puisque cette attaque au cœur symbolique, et là on revient sur cette notion de symbole, au cœur symbolique de l'activité économique et financière de la capitale, a amené à ce que les autorités veuillent le protéger. Donc pas une protection de la population, mais vraiment de l'infrastructure économique et financière qui a été ici mise en place. Et donc effectivement, à partir de fin 93, on va contrôler un espace limité qu'est la City londonienne, avec effectivement des checkpoints, avec des caméras de surveillance, avec la mise en place de barrières qui vont justifier le nom de Ring of Steel, même si les habitants vont appeler ça le Ring of Plastic, puisque pour les contrôles de circulation, c'est des cônes en plastique qui vont faire office de contrôle de ce territoire. Et donc on va mettre en place ce dispositif, persuadé que ça va effectivement suffire à, au fond, limiter, on revient à cette notion de frontière, limiter les intrusions dans cet espace-là. Alors c'est vrai que pendant plusieurs années, le risque terroriste et le nombre d'attentats dans cette partie de la City a été plutôt faible, mais il interpelle. Il interpelle parce que, si on revient à ce que j'évoquais au début, à savoir l'avènement de ces grandes mégalopoles, qui sont des villes globales, connectées, ouvertes, la réponse sécuritaire, c'est quoi? C'est de fermer. C'est-à-dire on ouvre, ces cités se développent naturellement vers le monde, et pour les protéger, qu'est-ce qu'on fait? On crée des espaces très sectorialisés à l'intérieur, et même pas pour l'ensemble de la population, pour ce qu'on estime être les éléments vitaux de son fonctionnement. Et là, en l'occurrence, la décision des Britanniques, c'était pour l'économie, même pas gérée pour la population, mais pour l'économie. Et donc, cette première réponse, effectivement, nous intéresse parce qu'elle remonte à plus de 20 ans maintenant, et on a vu qu'elle n'était pas complètement efficace, puisqu'il y a eu des intrusions dans ce Ring of Steel, avec des attentats à proximité de bâtiments symboliques, comme Westminster par exemple, et qui montrent bien que le dispositif, poussé dans sa dimension extrême de fermeture, n'a pas évité effectivement un attentat. Donc alors, quelle alternative et donc comment penser ou repenser cette sécurisation de l'espace? Est-ce qu'il faut alors aller regarder du côté de l'architecture? Est-ce qu'il faut un peu de la même façon que certains pays, comme le Japon par exemple, qui est à l'avant-garde des normes sismiques pour des raisons naturelles et parce qu'il a été malheureusement, il reste très exposé à des séismes importants. Faut-il aussi une nouvelle norme, je dirais antiterrorisme, comme il y a ces nouvelles normes sismiques dans la construction de nos bâtiments? Mais là encore, et Jean-Paul comme François l'ont rappelé, on est face à des profils, ou plutôt à des non-profils, puisqu'ils sont très hétérogènes, d'individus qui vont se servir ou se nourrir d'images, se gaver, pour reprendre ton expression, Jean-Paul, d'éléments trouvés sur les réseaux, dans la presse, par des contacts personnels, pour commettre des attentats. En d'autres termes, on est, et ça c'est un des points aussi très difficiles dans la prévention, on est face à des terroristes dont les profils sont finalement trop hétérogènes pour en produire des idéotypes. Et donc, face à des individus et des terroristes potentiels dont on a la peine à les identifier, comment protéger cet espace lui-même? Comment trier, en fait? Comment faire le tri? Et là, ce que tu dis, effectivement, l'exemple du cercle d'acier, le Ring of Steel de Londres, qui est toujours une philosophie qui irrigue un certain nombre de stratégies de sécurisation, notamment au Royaume-Uni. Le défaut, on voit bien dans ce que tu nous expliques, Frédéric, c'est que les villes, elles sont ouvertes par définition. La ville moderne est traversée par des flux. Elle se caractérise par l'ouverture. En gros, c'est plus la ville forteresse médiévale avec un pont-levis et un contrôle à un emplacement unique. Et puis également, c'est des villes qui jouent sur 3 dimensions. Donc le cercle d'acier, il peut jouer seulement sur une dimension, enfin sur la dimension de la planisphère, quoi. Et qu'est-ce qu'on fait des réseaux? Qu'est-ce qu'on fait du transport en commun, souterrain? Voilà. Et là-dessus, j'aimerais peut-être entendre François Freinet, qui sourit depuis tout à l'heure, à la lumière de ce qu'il a dit. Alors, évidemment, une des problématiques qui nous intéresse, c'est les rassemblements, c'est les manifestations, donc une densité de personnes au même endroit et dans un même temps.
donc ce qui comporte effectivement du risque en termes de cible, mais la densité, le rassemblement, il est partout dans la ville. Il est dans les bus, il est dans le métro, il est dans les rues. Comment penser à la fois cette ouverture qui est pas seulement un principe, on va dire philosophique, qui est une nécessité pratique de la ville d'aujourd'hui, comment penser à la fois cette ouverture et cette circulation permanente et la sécurisation, si la solution, c'est pas de créer justement des enclos. Comment on fait? Alors, juste pour te répondre, je vais rebondir ce qu'a dit Jean-Paul tout à l'heure. C'est vrai que ce qui est nouveau dans nos métiers, c'est toujours des choses qu'on a oubliées. Il y a assez peu de nouveautés en réalité. La notion de fermeture date des forteresses, elle date de Vauban pour la France, avec ce qu'on applique les 3 cercles. On a tous fait, périphérie, périmétrie, volumétrie. Plus on se rapproche du centre, plus on doit être fouillé et contrôlé. Ben, ça date de Vauban, sauf que c'était pas en une fois. C'est-à-dire on n'a pas construit 3 cercles en une fois. C'est juste on a fait une première frontière, et puis les canons, la portée des canons a progressé, une portée de plus loin, donc on a fait une deuxième pour les éloigner, et puis une troisième au fur et à mesure que la portée des canons augmentait. Puis après on avait des forts très très loin, parce qu'il y avait des projections très lointaines. Et on fait à peu près pareil encore aujourd'hui, c'est-à-dire on ne fait jamais qu'adapter le bouclier au nouveau glaive qui nous arrive. Nouveau, entre guillemets, je suis d'accord avec toi. Le deuxième élément, c'est effectivement les terroristes, ils annoncent toujours ce qu'ils vont faire. C'est une sorte de caractéristique. On a une littérature produite qui est absolument hallucinante et tout est dedans. Par contre, il y en a tellement qu'on ne sait plus faire le truc. Et ça, c'est un vrai sujet. Sur les moyens de sécurisation, je vous avais parlé tout à l'heure des théories qui ont fondé un peu nos métiers, qui datent de Vauban pour les plus anciens, en tout cas dans l'interprétation qu'on en fait aujourd'hui, et des années 60 pour ce qui est de la sécurisation des espaces urbains. Tout ça est basé sur le principe de ce qu'on appelait les defensible space, c'est-à-dire les espaces défendables. Et il se trouve qu'aujourd'hui, les 3 leviers ne marchant plus, on est un peu embêté parce qu'on se retrouve dans des espaces qui sont des espaces indéfendables. Et personne, dans les services en tout cas chargés de la protection, n'arrive à passer ce pas-là. C'est-à-dire d'admettre que ces points sont indéfendables. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas les sécuriser. Ça veut dire qu'on est en train de passer d'une logique de policier, je vais éviter l'événement, à une logique de pompier. Qu'est-ce que je fais quand l'événement se produit et comment je limite la casse? C'est un changement fondamental dans nos philosophies, dans nos approches. Tu nous expliques en fait là que le périmètre est impossible à sécuriser. Je nous explique que la menace, elle est à l'intérieur déjà. Donc faire un périmètre n'a plus de sens. On est dans des espaces qui sont ouverts au public. Quand tu fais Paléo, tu as du public dehors et tu as du public dedans. Tu fais un point de filtrage entre les deux. Il y a un point de filtrage entre un espace ouvert et un autre espace ouvert. Parce qu'il y a les 3 dimensions, parce que c'est de l'espace urbain, parce que c'est un labyrinthe et parce qu'on arrive toujours à rentrer, parce qu'il y a beaucoup de personnel derrière, parce qu'il y a des roadshows qui rentrent par l'arrière, et que c'est insécurisable. En tant que tel, si on cherche à fermer cet espace, on va juste s'épuiser. Ce que tu disais, ils ont déjà gagné de ce point de vue-là, parce que les moyens qu'on doit déployer pour protéger les espaces qui ne sont pas défendables nous épuisent. Et si on admet que les espaces ne sont pas défendables, alors on commence à travailler différemment. Pour l'illustrer, pour reprendre, on va reprendre l'exemple de Paléo. Quand on faisait un point de filtrage avant 2015, en gros, on faisait une fouille et on se disait on va trouver des armes, des menaces, on va identifier les gens. C'est une illusion, hein. Est-ce que vous croyez vraiment que les mecs qui vont attaquer à la Kalachnikov, ils vont attendre d'être au point de contrôle pour sortir leur Kalachnikov? A priori, ils ont déjà tué ceux qui vont les contrôler. Comme ça. Mais il y a des chances, en tout cas. Hélas. Donc, en l'occurrence, c'est pas fait pour. Pourquoi est-ce qu'on ne l'assume pas? C'est fait pour faire un point de filtrage et de se dire on a fermé un site. Donc, une fois qu'on se dit c'est pas fermable, c'est pas sécurisable, alors on va travailler différemment. Et pour nous, après 2015, le point de filtrage, ce n'est pas un point pour trouver des armes. Si vous demandez à un de ces agents-là, qu'est-ce que vous faites si vous trouvez une arme, le mec est bien foutu de vous répondre. Hein. Il y en a un qui va vous dire, je vais plonger parce que j'ai peur, ce qui est raisonnable. L'autre qui va dire, je vais partir en courant. Le troisième qui dit, je vais me battre, parce qu'il y en a toujours. Bref, ils ne savent pas quoi faire, ils n'ont pas la consigne. C'est pas fait pour. Donc si on se dit on est après 2015, alors on ne va pas protéger un espace fermé, on va protéger un espace ouvert. Et donc on va le traiter en tant que tel. Qu'est-ce qui est important dans la protection d'un événement comme ça? C'est donc pas de le fermer, on n'y arrivera pas.
c'est pas de contrôler ou de trouver des attaquants, ils vont nous surprendre d'une manière ou d'une autre. Soit parce qu'on a oublié, soit parce qu'ils sont plus malins que nous à un moment donné. Mais, donc notre sujet, c'est réduire le temps. Voilà. Quand on regarde les événements tels qu'ils se sont produits, quelle que soit l'amplitude, on a une sorte de pic de victimes. En gros, on a le début d'une fusillade, une explosion, un pic de victimes. Et puis ensuite, ça baisse tendanciellement, parce que les gens courent, se protègent, fuient, etc. Et on arrive au moment d'intervention où l'attaquant. Notre sujet, c'est donc de réduire ce temps-là pour réduire le nombre de victimes. Si on est dans une logique où on accepte l'événement. Réduire le temps, ça veut dire repasser au tamis ce temps-là, de cette ligne de temps, tous les dispositifs qu'on a mis en œuvre. Donc on a traditionnellement, dans un événement comme ça, 4 temps. En gros, il y a tout ce qui est de la prévention, il y a tout ce qui est de la détection d'un phénomène anormal, il y a la diffusion de l'alarme, et il y a l'intervention pour neutraliser les attaquants. En anglais, ça fait deter, detect, dispatch, deny. C'est les 4D, c'est vachement joli. Il faut toujours des conseils. Et donc, quand on passe en revue tous nos dispositifs, on s'aperçoit que tout ce qu'on a mis en œuvre tient dans la première colonne en haut. Tout ce qu'on a fait tient dans la prévention. On en a un peu dans la détection, c'est des équipes de sécurité, s'ils voient un attaquant, ils vont le dire. Sauf que s'ils n'ont pas de radio, s'ils sont tous morts, ils vont moins le dire. Donc mon sujet, quand on travaille les points de filtrage après 2015, c'est de dire, il me faut des blocs de béton, pas pour empêcher le véhicule bélier, pour protéger mes agents. Et accessoirement le public, qui est stocké là. Mon deuxième enjeu, c'est de faire rentrer les gens le plus vite possible, parce que c'est là qu'ils sont en danger. Donc en fait, je n'ai pas besoin de fouiller fort les sacs, je m'en fous de ce que je vais trouver. Je veux qu'ils rentrent vite. Je veux qu'ils se sentent sécurisés parce qu'il y a un passage, une frontière. Mais le sujet, c'est pas de trouver les items, je sais même pas quoi faire si je les trouve. Par contre, pas les stocker là parce qu'ils sont en danger, oui, ça devient un sujet. Le troisième point, c'est avoir une capacité de diffusion de l'alerte. Ça veut dire un agent de supervision qui, lui, est tout le temps derrière son bloc en béton, à distance, pendant que les agents font la fouille, et qui, s'il y a un événement, va pouvoir donner l'alerte tout de suite. Pourquoi? Parce que j'ai derrière une capacité de réaction, c'est-à-dire des agents qui sont entraînés, on évacue les gens par les portes arrière et pas par les portes devant. Sachant que c'était extrêmement compliqué à faire dans un événement comme ça, où sur un événementiel, on crée un périmètre qui est à un moment de l'événement, et que ce périmètre, les gens n'ont pas le temps de se l'approprier. Et donc, la tendance naturelle de l'homme, c'est toujours à fuir par là où il est rentré. Et il se trouve que, comme on a fait un point de filtrage, le point de fixation, il est là. Et donc le danger est là. Donc faire sortir les gens par les latérales et les phases arrière, y compris par le backstage, est extrêmement compliqué si on ne s'y est pas entraîné. Donc tout notre sujet, une fois qu'on se dit on a admis qu'on est dans des espaces indéfendables, alors on va travailler très différemment. Encore une fois, les points de fouille ne sont plus du tout les mêmes. On va travailler avec des physionomistes. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas le point de fouille, c'est l'attitude des gens devant. Et détecter dedans des gens qui ont un comportement, entre guillemets, anormal. Sachant, comme tu l'as dit, il n'y a plus de profil. Enfin, le profil, c'est qu'il n'y a plus de profil. Donc, si c'était un barbu basané, ça serait vachement plus facile pour tout le monde. Sauf qu'il se trouve que ça peut être une femme avec son enfant dans un berceau. Et que détecter celui-là, on va se dire bon courage aussi. Et dans la série, on oublie tous, ces pratiques-là, elles ont été commises dans des terrains d'opération, que ce soit en Syrie, en Irak, j'en passe et des meilleurs, je ne remonte même pas à l'Afghanistan. Donc ces techniques d'intervention sont connues, mais comme celles qui nous sont arrivées à Paris, on se dit toujours c'est chez le voisin, ça ne va jamais arriver chez nous. Bon, vous êtes en Suisse, ça va arriver que en France. Mais il n'empêche que chez nous, ça nous est arrivé. Donc quand on va travailler ces éléments-là, on va les travailler comme ça. C'est-à-dire repenser les concepts de sécurité, ça nous oblige à nous questionner sur tout ce qu'on a fait avant. Et à le reprendre au regard de cette ligne de temps. Et alors après, on peut commencer à faire des choses intelligentes. En clair, je vais le faire provocateur jusqu'au bout. La première rafale de Kalash, je ne peux rien faire pour vous, je suis désolé, vous êtes morts, vous étiez au mauvais endroit, au mauvais moment. Et je vais pleurer avec tout le monde. Si j'y suis, je fais comme tout le monde, je suis mort. Pas de chance. La deuxième, je peux commencer à sauver des gens. Et mon travail, c'est ça. Et si on se dit que notre travail, c'est ça, alors on est obligé de reconsidérer tout ce qu'on a fait jusque-là, y compris en matière urbaine. On est dans des espaces ouverts. Et donc indéfendables. Alors cette notion de l'espace indéfendable, c'est un deuil, hein, évidemment.
c'est-à-dire que ça nous perturbe quand même un petit peu, puisque l'horizon quand même d'une politique de sécurité, c'est de protéger, c'est pas d'accepter qu'on n'est pas protégé. Du coup, c'est un peu une révolution, un changement de paradigme que tu nous proposes là. Il faudrait qu'on accepte notre vulnérabilité pour commencer à construire notre capacité de résilience ou notre protection, quoi. Mais en réalité, enfin, je ne vais pas monopoliser la parole, mais en réalité, la population, elle l'a beaucoup plus accepté que les décideurs. Enfin, les gens, ils savent ça. Enfin, il n'y en a pas un qui croit qu'un fouille de sac à l'entrée d'un supermarché, ça va les protéger. Hein. Ou alors, je sais pas, vous ne fréquentez pas les mêmes gens. Mais je veux dire, ils ont compris, hein. Ils ont tous très bien compris. Et la capacité de résilience, ce qui nous surprend dans tout ça, ce que tu disais sur les signaux faibles, enfin, sur les attaques de faible niveau, ils basaient toute leur réussite sur le fait qu'on aurait des milliers d'attaques de petits niveaux. La réalité de la pratique, c'est qu'il n'y en a pas tant que ça, en fait. Bah non. Ils n'ont pas tant de munitions que ça, hein. Enfin, heureusement. Hein. Donc, en réalité, ça n'a pas bien marché quand même. Hein, dans le dispositif. Ils l'ont théorisé bien, la pratique est un peu plus compliquée. La réalité, c'est que les gens, ils ont une vraie capacité de résilience. D'abord, ils ont moins de munitions que ça. Les gens qui sont prêts à aller mourir, il n'y en a en fait pas tant que ça. Le mec qui croit qu'il va rejoindre 99 vierges, quand même, il y a quelques-uns qui ont 2 neurones, mais s'ils réfléchissent 2 secondes, ils sont comme tout le monde. Donc il n'y a pas tant de candidats que ça à cet épisode-là. Il y en a, évidemment, il y a toujours des détraqués, ils utilisent... voilà. On a eu 59 à Lavier, c'est un mec qui est en colère contre son patron, il le décapite et il dit allez, à Akbar, ouais, enfin en dehors de ça, c'est pas un terroriste, c'est un taré. Donc il n'y a pas tant de passages avec que ça. Mais deux, il y a une capacité de résilience dans nos sociétés, qui est beaucoup plus grande que ce qu'on pensait. C'est-à-dire que la dernière attaque qu'on a eue à Paris, c'est des mecs qui font le boule à côté, qui jettent les boules sur l'agresseur. Ah ouais, mais vous pensez qu'on aurait vu ça en 2014 ? Jamais, hein ? Jamais. Donc, les gens réagissent beaucoup plus vite. 2, ils se mobilisent et ils se disent, bah, si on est plus nombreux et que le mec il est tout seul avec son couteau, si on lui lance des boules de pétanque, ça va lui faire mal. Et il part. Et il ne fait pas de victime. Il a des blessés, mais il ne fait pas de victime. Donc on a une capacité et de résilience et de réaction que les citoyens ont beaucoup plus digéré que nos dirigeants, paradoxalement. Mais changer de concept, c'est effectivement compliqué. Puis je ne vois pas un ministre de l'Intérieur qui va venir en disant, bah, s'il y a un attentat, tant pis. Je vais essayer de faire sauver un maximum de gens. Ça va être compliqué. Hein. Je comprends aussi. Hein. Mais au-delà de ça, ça nous amène quand même à reconsidérer la répartition des responsabilités et des rôles. Dès lors que, si on te suit, on ne peut pas empêcher la première rafale de Kalachnikov, comme tu le dis, la responsabilité de la prévention et de la protection, elle devient beaucoup plus diffuse. Elle concerne le citoyen. Elle ne concerne plus seulement l'organisateur du rassemblement, elle va du coup donner lieu à une discussion, voire un partage entre la sécurité de l'organisateur, ses moyens et ses limites, et l'autorité publique, autrement dit la force publique, la police, etc. Et Jean-Paul, j'aurais aimé t'entendre là-dessus, c'est-à-dire les rôles et les responsabilités, la façon dont on comproduit finalement la sécurité publique. Comment arriver à finalement ne plus raisonner en termes de frontières avec un dedans qui est censé être protégé par un organisateur et un dehors qui est de l'ordre de l'espace public qui est sécurisé par la police. Comment arriver finalement, s'il n'y a plus de frontières ou si la frontière est inopérante, comment on se répartit le territoire en fait ? Plutôt que de dire que la responsabilité est plus diffuse, je dirais qu'elle devrait être mieux partagée. J'entends, il y a cette première dimension. Pour moi, dans ce qu'on vient de discuter, il y a aussi une chose qui me frappe, et c'est quelque chose qui est, en tout cas, qui est encore prégnant en Suisse, c'est la prédominance du centre par rapport à la périphérie. Là, on pourrait presque croire en France, non, on est en Suisse. Lorsqu'on parle de la gestion de ce genre de risque, il est clair que le savoir, en tout cas la majeure partie du savoir disponible est concentré à Berne. C'est les services tels que sont la police judiciaire fédérale ou le service de renseignement de la Confédération qui centralisent, qui monopolisent la majeure partie du savoir sur ce qu'est le terrorisme, ce que sont les terroristes et ce qu'est la menace pour ce pays. Alors, c'est une tautologie que de le dire, mais enfin, il faut quand même rappeler qu'en Suisse comme ailleurs, tous les terroristes ne sont pas à Paris. En Suisse, ils ne sont pas tous à Berne. En d'autres termes, il y a là une transversalité qui s'est mise en place et qui fait qu'aujourd'hui, si vous voulez comprendre et si on veut absolument
si on veut embrasser la menace dans sa globalité, il faut responsabiliser tous les échelons et pas se concentrer simplement sur la centrale qui arrose tranquillement, hein, qui diffuse et puis qui attend que ça remonte, sachant que là, toute la période que j'ai passée dans les services, j'ai toujours entendu la même chose, venant de la périphérie, qui était on fait remonter de l'info, on n'a jamais rien qui revient. Ça, c'est simplement au niveau des services. Ensuite, on parlait de la population, il y a un moment donné où même si la façon dont on lutte contre ces questions, enfin contre les terroristes, s'il y a des éléments qui doivent effectivement rester relativement discrets, sur le fond, il ne faut pas simplement communiquer, il faut réellement informer sur le sujet. Si on veut que les citoyens soient à même de prendre un certain nombre de décisions, et tu parlais du peu de réussite, mais est-ce que c'est clair pour tout le monde que finalement, le taux de réussite de ces gens-là, il est quand même sacrément faible? Ben non, on va vous parler de Saint-Étienne de Rouvray, on va vous parler de Nice. Et évidemment, Nice, c'était quand même un carnage, mais si on regarde sur l'échelle du temps et sur le nombre de fois où ils ont essayé, c'est peu de réussite par rapport à ce que potentiellement ils seraient à même de faire. Et si tu me permets, par rapport au nombre de rassemblements et d'événements qui sont organisés chaque année en Suisse ou en Europe. C'est juste une infime portion de ce qui se passe. Et puis en dernier recours, il faut quand même revoir les choses pour ce qu'elles sont. Mais prendre un camion et puis foncer dans une foule, mais dites-moi je suis désolé pour les victimes, on est bien d'accord, c'est ce que tu disais, mais enfin, ça ne demande pas de talent particulier. Et s'ils continuent dans cette voie, mais enfin, Dieu merci, parce que finalement, on va, je pense, réussir à de plus en plus les neutraliser. S'ils veulent prendre un couteau de boucher ou le couteau en céramique dans la cuisine de maman pour aller attaquer, si on continue dans cette voie, on va pouvoir, en tout cas, réduire leur capacité. On n'est pas confronté à des supermen. Et ça, je trouve qu'on ne le dit pas assez, et que le citoyen lambda n'est pas assez informé sur cette dimension-là. On vous donne toujours le résultat, on vous donne des décomptes de morts, et ensuite, tout ce qui relève de « Ah bah tiens, là, il a complètement foiré ». Le Stade de France, mais enfin, n'oublions pas que ça aurait pu être un véritable carnage. Sauf que les gars sont arrivés dans le Stade de France, ils avaient un schéma en tête, ça n'a pas marché. Ce qu'on sait après, au travers de l'enquête, c'est qu'ils ont déambulé autour du Stade de France comme des âmes en peine, puis à un moment donné, j'ai presque envie de dire, en désespoir de cause, et puis son et lumière, fin de l'histoire. Mais imaginez que ces gens-là aient été un peu mieux formés et eu un peu plus de sang-froid, ils attendaient la sortie du match. Mais c'était rock'n'roll, ça aurait été mais un véritable carnage, ils avaient juste à rester tranquilles et attendre. Merci, ils ne l'ont pas fait. Mais ces éléments-là, on ne le sait pas. Si vous voulez responsabiliser tout le monde, il faut être aussi plus... Je vais en terminer par là. Il faut être responsable dans la manière dont on transmet l'information et dont on la communique aux gens. Et il faut être beaucoup plus responsable et beaucoup plus détaillé, je pense. C'est un point extrêmement important, évidemment, puisque tu évoques justement l'hypothèse d'une action dans la phase sortie d'un événement. Ce qui est aussi assez frappant, c'est l'ensemble des mesures qui sont mises en place dans la phase d'entrée. Et versus le peu de moyens, ou en tout cas le peu de considération apparent sur la phase de sortie. Et je voudrais parler à ce propos de Manchester, en donnant la parole à Frédéric. Donc l'attaque à la Manchester Arena en mai 2017, c'est précisément la phase de sortie. Et pourquoi je fais le lien avec la dimension de la ville et puis de l'ouverture finalement, la Manchester Arena est un exemple type d'espace indéfendable. C'est une salle qui jouxte la gare Victoria de Manchester et on retrouve les trois dimensions, puisque en dessous il y a un immense parking qui sert à la fois de P+R, donc de gare de délestage pour les voyageurs de la gare, et de parking pour les visiteurs de l'arena. Et donc on a du flux permanent, de ce parking vers la gare, de la gare vers la ville, de la ville vers la salle, et donc on se retrouve dans un carrefour qui est impossible à sécuriser en termes de périmètre. Alors ça, c'est la dimension, on va dire, de l'espace, et vient avec la dimension du temps, une sous-estimation probablement des enjeux sur cette phase de sortie. Et là, alors je passe la parole à Frédéric, peut-être pour élargir un petit peu la réflexion, peut-être que les autres ont une opinion là-dessus, mais finalement, on a l'impression, ça a été dit, mais d'avoir toujours une guerre de retard, et surtout d'être toujours sur un mode de l'exception, de l'état d'exception, les mesures d'urgence. Voilà. Comment arriver finalement à normaliser ce risque ou à l'intégrer d'une manière ou d'une autre dans nos modes de vie en fonction des caractéristiques de nos villes et finalement des actions et des loisirs auxquels on aspire? Tu as dit le terme, à mon avis, qu'un des termes clés, c'est la normalisation de la menace. C'est un enjeu politique, car il faut aussi à un moment donné rappeler que
les dispositifs antiterroristes qui sont mis en place, ils sont élaborés, validés par les parlements. Il y a une logique démocratique qui bénéficie d'une légitimité derrière. Et c'est vrai que pour les hommes et les femmes politiques qui doivent défendre cela, ils jouent leur siège, ils jouent leur parcours politique, et puis ils jouent avec la peur de nos concitoyens. Et ça, c'est un aspect qu'il ne faut pas oublier dans ce débat. Pour nous, je pense que c'est assez clair qu'on parle d'une normalisation aujourd'hui. On n'est plus dans l'exceptionnalité, même si c'est des processus qu'on connaît, mais en revanche, ce qui est effectivement, c'est important de le dire, cette normalisation doit amener un changement d'attitude. Alors, sur les dispositifs, François l'a rappelé, la nécessité de changer, et aussi de rappeler les bons comportements. Certains parlent même de citoyens résistants. Est-ce qu'il faut aller jusque-là? Au fond, c'est le bon sens. D'ailleurs, ce qu'a fait le gouvernement français dans son petit fascicule, c'est de rappeler un peu le bon sens quand il y a quelque chose qui survient et comment est-ce qu'on doit bien se comporter. Ce qui pose la question plus générale au fond, qui est notre rôle de citoyen dans cet espace de liberté et de paix dans lequel on a évolué jusqu'à présent et pour lequel cette notion de sécurité n'avait pas pris une dimension aussi importante. Je pense que la politisation de ces questions, qui remonte aux années 70, le débat sur les questions d'insécurité, elles sont encore une fois anciennes, et sans refaire tout l'historique ou la sociologie de cette question, on la voit pour la première fois dans l'espace public politique français dans les années 70. Et elle venait de la part notamment des milieux de gauche qui demandaient qu'on assure une meilleure protection dans les cités ouvrières des grandes usines qui n'avaient pas le même nombre de policiers que dans la capitale et qui estimaient qu'il y avait un mauvais éclairage public, etc. Et il a fallu attendre, en tout cas en France, je dirais Mitterrand qui a créé un ministère de la ville où tout d'un coup on va focaliser, alors à l'époque, et le Premier ministre, vous en souvenez probablement, c'était Bernard Tapie, et la réponse au mal-être effectivement des cités, la politique de la ville, c'était effectivement de faire équiper les cités de panneaux de basket Adidas, dont il était au passage aussi le PDG. Donc il y a un... Et voilà, et pas que, donc il y a un enjeu politique qui fait aussi qu'aujourd'hui, de poser simplement le débat pour dire on a une normalisation, il faut aborder les questions de sécurité dans l'espace public de façon différente, fait que beaucoup de députés, de conseillers nationaux aussi en Suisse ont la difficulté à le faire, parce qu'ils savent qu'ils vont perdre des élections avec ça. Ils savent qu'ils vont perdre leur siège et que jouer avec la peur de concitoyens est un bon moyen de se maintenir. Parce qu'effectivement, ça c'est un des points qui est quand même très difficile, c'est que derrière ces politiques, on a ce fameux sentiment d'insécurité qui est totalement subjectif. Dans la salle, on a tous une dimension, une définition différente. Un tag sur un mur, pour des jeunes, c'est de l'art urbain. Pour des personnes plus âgées, ils vont estimer que c'est des éléments qui contribuent à leur insécurité personnelle. Donc la perception du risque, elle est liée à des éléments d'ordre personnel qui sont très subjectifs et qui sont difficiles à contenir dans une politique publique qui est destinée à tout le monde. Donc là, il y a un enjeu qui est important dans la perception personnelle et au fond, quelle définition voulons-nous, quelle est notre contribution qu'on veut apporter à cette notion de politique de sécurité. Auquel il faut ajouter, c'est le deuxième élément du débat, c'est la médiatisation. On a parlé des politiques et du citoyen. Comment, et je sais qu'il y a quelques journalistes dans la salle, comment regarder aussi le rôle des médias. Sachant que dans médias, aujourd'hui, le terme devient difficile à définir, puisqu'on a à la fois les médias traditionnels, et puis on a des blogueurs qui ont 100 000 followers, qui vont effectivement réagir en live à ce qui se passe, relayé par les chaînes d'information continue, et qui fait que lorsqu'un événement surgit, on va lui donner effectivement une dimension, une symbolique, qui fait évidemment le beurre des terroristes, puisque les médias, c'est l'oxygène de l'action terroriste. Et plus les médias se multiplient, plus les canaux de diffusion se multiplient, plus il est difficile effectivement de les contenir, et plus il est difficile aussi d'amener un minimum de raison et d'objectivité sur la façon de sécuriser l'espace public. Donc je dirais que c'est autant un acte citoyen d'y contribuer avec une réflexion si personnelle, qu'est-ce que je suis prêt à accepter, qu'est-ce que je suis prêt à ne pas accepter pour ma propre sécurité, mais aussi en tant que consommateur, je dirais, des actualités, est-ce que je valide, est-ce que je légitime ces informations, comme est-ce que je légitime un discours politique qui va exagérer le risque auquel on est exposé.
Bien, merci. Merci à tous les trois. Avant d'ouvrir le débat avec les participants dans la salle, je voudrais, en guise de conclusion, si vous me permettez, renvoyer une petite note philosophique renvoyée à Michel Foucault, qui, dans son cours au Collège de France en 1978, intitulé « Sécurité, territoire, population », s'intéressait en fait à l'origine au XVIIIe siècle des dispositifs de sécurité, et particulièrement à la différence entre les dispositifs disciplinaires, qui avait cours jusqu'alors, et les dispositifs de sécurité. Et je vous ai mis là une citation où il dit « La discipline ne laisse rien échapper. La plus petite infraction à la discipline doit être relevée avec d'autant plus de soin qu'elle est petite. Le dispositif de sécurité, au contraire, laisse faire. Non pas qu'il laisse tout faire, mais il y a un niveau auquel le laisser-faire est indispensable. La sécurité a pour fonction de prendre appui sur des détails que l'on ne va pas valoriser en eux-mêmes, comme bien ou mal, mais que l'on va prendre comme procession nécessaire, inévitable, mais qui ne vont pas être considérés comme pertinents pour obtenir quelque chose qui en lui-même sera considéré comme pertinent. Donc c'est cette régulation dans l'élément de la réalité qui est fondamentale dans les dispositifs de sécurité. Façon de dire que voilà, dans la situation et le contexte dans lequel on est aujourd'hui, il ne faut pas confondre en fait dispositifs disciplinaires qui ne tolèrent aucun détail et qui visent un absolu en termes de sécurité, mais plutôt, peut-être, la boussole est là, de se dire que les dispositifs de sécurité doivent être caractérisés, et ça nous a été dit, par une forme d'adaptabilité, souplesse, et finalement prise en compte de la réalité d'un certain nombre de données de terrain, que ce soit sur la forme de la ville, sur les limites des dispositifs absolus et sur la perméabilité des périmètres. C'est ce que je retiens aussi beaucoup. Je vous remercie tous les trois. Je passe la parole à Jean-Pierre pour la partie de débat. Merci à vous trois. Merci Pascal. Merci à l'audience qui a pris la peine de regarder cette vidéo de cette conférence. Je leur souhaite de nous reprendre contact avec eux s'ils ont besoin sur nos différents réseaux sociaux. Et puis permettez-nous tous d'applaudir les 4 intervenants de ce soir.